Vous avez forcément déjà vu un hacker dans une série ou un film. À chaque fois, c'est pareil. Il pianote sur son clavier face à un écran rempli de données qui défilent à toute vitesse. Et il est capable de tout hacker. La NASA, le FBI, vraiment, rien ne l'arrête. Ça me donne un peu l'impression que les hackers connaissent des méthodes secrètes. Pas vous? Imaginez, n'importe quel petit génie serait capable d'accéder à votre ordinateur. Peut-être même qu'actuellement, quelqu'un est déjà en train de nous observer à travers nos caméras et nos micros. Aujourd'hui, je vais donc essayer de vous expliquer comment dans la précédente vidéo, j'ai mis en place une petite attaque contre Marion. Donc ça veut dire que là tu peux te balader, tu peux avoir accès à mes photos. Une attaque qui m'avait permis de prendre le contrôle de son ordinateur et de sa webcam justement. Tu vas voir la langue. Ah j'ai vu ouais. Une petite photo de toi. Comme ça, on pourra un peu démêler le vrai du faux et comprendre comment un piratage se passe vraiment. Prêt? Alors c'est parti. Que ce soit dans les films ou dans la vraie vie, un scénario d'attaque se déroule étape par étape. En sécurité, quand on veut s'introduire dans un réseau par exemple, on parle de kill chain. Alors ce n'est pas une méthode exhaustive à suivre à la lettre, mais une façon de représenter les étapes classiques qui mènent à un piratage. Et c'est cool, parce que ça me permet à chaque étape de vous donner une occasion de vous protéger, puisqu'évidemment, cette vidéo est quand même à but éducatif. Voilà donc comment ça se passe. Tout d'abord, la reconnaissance. C'est le moment où les plans sont établis. L'objectif est de choisir sa cible et d'apprendre à la connaître, ce qu'elle fait, ce qu'elle a comme habitude, quels appareils elle utilise. Malheureusement, on n'a pas comme dans les films des écrans en 3D avec des graphiques qui tournent et qui permettent de localiser directement sa cible. En réalité, les attaquants sont malins. Par exemple, pour hacker une entreprise, on va regarder qu'est-ce que leurs employés disent sur les réseaux sociaux. Si quelqu'un a mis sur LinkedIn qu'il aimait une technologie en particulier, on peut imaginer que l'entreprise utilise ça. C'est un peu une phase de repérage en fait. C'est aussi à ce moment-là qu'on cherche des vulnérabilités, c'est-à-dire des trous dans la protection des systèmes qu'on va attaquer. Imaginez que vous avez une maison que vous voulez protéger des cambrioleurs. Malheureusement, vous avez oublié de mettre des barreaux sur la fenêtre du bas, ou vous avez aussi oublié de fermer la porte de derrière. En informatique, c'est un peu pareil, ça serait des manques de protection ou de mauvais réglages. Mais une vulnérabilité, c'est aussi souvent une erreur de conception qui n'a pas encore été corrigée dans les programmes que vous utilisez. Dans votre maison, c'est un peu comme si vous aviez conçu une clôture avec une porte super sécurisée, mais que vous aviez totalement pas réalisé qu'un voleur pourrait passer la main à travers la grille et directement appuyer sur la poignée pour l'ouvrir. En pratique, il y a vraiment des milliers de vulnérabilités qui sont déjà répertoriées. Et pour ça, il y a même des outils qui automatiquement vont essayer de les repérer. C'est pour ça qu'il ne faut pas forcément traîner et faire les mises à jour qui permettent de corriger ces failles. Dans les films, l'étape suivante n'existe en général juste pas. Le hacker tape sur des touches colorées, un bouton rouge, un bouton noir, et l'attaque est réussie. En réalité, ça demande évidemment un peu plus de préparation. Maintenant que la cible est bien connue de l'attaquant, il va falloir préparer un logiciel malveillant adapté. C'est forcément un travail de recherche un peu plus long. Mais pour aller plus vite, les gens font quand même souvent appel à des morceaux de malware ou des outils existants en les adaptant plus ou moins. Et surtout, sur internet, tout est trouvable et tout se vend. Pourquoi fabriquer ses propres outils ? Créer son propre logiciel malveillant et chercher des vulnérabilités, quand en fait, il s'en échange des tas sur le dark web. Alors pour se prémunir de ça, il y a des gens dont le métier est littéralement de suivre ce qu'il se trame sur internet. C'est une forme de renseignement sur ces milieux-là, et on appelle ça le threat intelligence. De mon côté, j'ai décidé de revêtir mon meilleur pull de développeur et de développer ma propre solution. Bon, l'idée n'est pas de devenir le meilleur cybercriminel, mais juste de vous montrer ce qu'il est possible. Ici, j'ai écrit quelques lignes de code pour coder un RAT, un type de malware bien particulier qui a pour objectif de prendre le contrôle d'un ordinateur à distance. C'est-à-dire que je vais pouvoir faire ce que je veux à l'ordinateur de la victime. Lui faire ouvrir des applications, récupérer des fichiers ou juste lancer la webcam à distance. Ok, on a notre malware, mais maintenant il faut bien arriver à le transmettre à la victime, parce que sinon, juste comme ça, il sert pas à grand chose tout seul. Et pour ça, il y a malheureusement plein de façons. Vous pouvez directement vous faire infecter en ouvrant un email de phishing, via un site internet qui vous demande d'installer des petites choses un peu douteuses. Ou aussi tout simplement en utilisant les vulnérabilités qu'on avait repérées pendant la phase de reconnaissance. Alors simplement, restez vigilant. De mon côté, je vais m'inspirer de la fameuse série Mr. Robot. Dans une des scènes, le personnage principal tient dans sa main une petite clé USB un peu bizarre. En fait, quand cette petite clé est branchée à un ordinateur, elle est capable de lui transmettre un malware. Et pour le coup, la série est assez bien faite, parce que de vrais consultants en sécurité ont aidé à l'écrire. Du coup, cette clé-là n'est pas du tout un fantasme, et j'ai d'ailleurs la chance d'avoir la même sous la main. Mais alors, comment est-ce qu'une si petite clé peut transmettre un malware? En fait, un périphérique USB peut vraiment faire ce qu'il veut. Quand on le branche, c'est lui qui vient toquer à la porte de l'ordinateur et se présenter. « Hey, coucou, je suis une clé USB, j'ai des données à transmettre. » Et il peut très bien se présenter sous une autre identité et dire « Hey, coucou, je suis un clavier. » Une fois branchée, elle va se mettre à taper des suites de touches qu'on aura programmées à l'avance. Évidemment, on peut tout à fait lui faire une suite d'actions qui va aller télécharger et installer le virus qu'on a préparé précédemment. Ouais, on dit toujours qu'il faut pas brancher les clés USB qu'on a trouvées directement dans son ordinateur. Je
pense que maintenant vous comprenez pourquoi. Alors je sais ce que vous allez me dire, cette clé USB là est quand même vraiment douteuse. Perso, jamais je la branche dans mon ordi. Et c'est ce que vous croyez. Ce genre de clé sert en fait souvent de démonstration. Elles permettent aux professionnels de la sécurité de faire des tests. Mais si celle-là est vraiment douteuse, certaines ont une apparence tout à fait normale. Ok. Encore plus vicieux, on est désormais capable de dissimuler ce genre de mécanisme dans des câbles USB qui servent à charger des téléphones. Vraiment, les attaquants sont toujours très inventifs. Là, il leur suffirait de demander à charger leur téléphone sur votre ordinateur, et ils pourront en profiter pour vous infecter grâce à ce fameux câble. À ce moment-là, il vous reste plus qu'à espérer que votre antivirus reconnaisse des traces du malware utilisé. Bon, pour être honnête, avec un peu d'intelligence artificielle, on arrive maintenant à détecter des comportements louches. Typiquement, si votre ordinateur se met à taper des touches super rapidement et envoyer toutes les données par email, vous comprendrez que c'est un peu suspect et que l'antivirus va peut-être bloquer ça. Voilà, c'est seulement après tout ce travail que l'attaquant a enfin accès à la machine ou au réseau piraté. C'est enfin l'étape de la prise de contrôle. Vous remarquerez qu'il y a quand même potentiellement plusieurs semaines, voire mois de préparation. Là où dans le film, l'attaquant va se contenter de taper quelques lignes de code avant d'avoir une validation en vert sur son écran qui dit que ça y est, le piratage a réussi. Et à partir de là, malheureusement, tout est possible ou presque. L'attaquant va essayer de faire les actions malicieuses qu'il planifiait. Par exemple, dans la précédente vidéo, j'avais donné ma fameuse clé à Marion pour qu'elle la branche à son ordinateur. Et à partir de là, j'en avais le total contrôle. Je pouvais lancer des applications à distance sur son ordinateur, ouvrir des programmes ou aller me balader dans les images et afficher la webcam. C'est vraiment une phase qu'on appelle de command and control. Bon, honnêtement, le coup de la webcam, c'est ce qui fait peur à tout le monde. Mais disons que pour un vrai attaquant qui a mis tous ses moyens, ça a un intérêt financier plutôt limité. Un attaquant va plutôt justement essayer de se balader d'ordinateur en ordinateur pour voir les informations qu'il pourrait récupérer. Des informations qui sont plutôt personnelles, importantes ou même confidentielles quand c'est une entreprise. En fait, là, on a vraiment fait que la moitié. C'est le début d'une nouvelle phase d'exploration qui peut durer assez longtemps. Et il y a d'autres possibilités dont vous avez peut-être déjà entendu parler, comme les ransomware, qui consistent littéralement à prendre un système en otage et à demander une rançon pour pouvoir le débloquer. Ouais, évidemment, tout ça est peut-être un peu moins sexy que dans les films où on va aller débloquer des portes de prison à distance ou aller changer les feux rouges en feux verts pour que nos héros puissent s'enfuir. J'espère que ce petit scénario qui est tout à fait réel vous aura quand même permis de comprendre le principe d'une attaque. Cette killchain là représente vraiment les étapes qu'un attaquant va suivre dans la vraie vie. Il n'y a pas de méthode universelle, les attaquants doivent vraiment être malins et essayer de trouver des petites techniques étape par étape. J'espère donc que vous êtes rassurés parce que non, il n'est pas si facile d'aller directement pirater votre webcam. Et j'espère aussi que vous aurez mieux compris comment vous protéger. Je vous dis donc à très vite, n'oubliez pas de suivre String Theory sur les réseaux et bien sûr de vous abonner. Ciao!